Je vous propose aujourd'hui de faire mieux connaissance avec le Qatar. Ce petit pays du golfe Persique est devenu très riche du fait de ses hydrocarbures. C'est un pays très ouvert sur le monde et en même temps traditionnaliste pour ce qui est de sa propre société, organisateur du mondial de football en 2022 et en même temps un pays qui soutient certains mouvements djihadistes. Eh bien, allons étudier de plus près tous ces paradoxes. Le Qatar se trouve dans la péninsule arabique, sur la côte du golfe Persique, et il a pour voisins Bahreïn, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran sur l'autre rive du golfe Persique. C'est un territoire désertique de 11 627 km², soit à peu près la superficie de l'Île-de-France. Le pays compte 2 334 000 habitants et Doha, la capitale, accueille à elle seule près de la moitié des habitants du pays. Et cette population présente deux particularités. D'abord, avec 3 hommes pour une femme, c'est l'un des sex ratios les plus déséquilibrés au monde. Ensuite, sur l'ensemble de la population vivant au Qatar, on ne compte que 12% de citoyens qataris pour 88% de non-citoyens. Car au total, 63 nationalités vivent au Qatar. Plus de la moitié de la population vient du sous-continent indien, majoritairement des Indiens, des Népalais, des Bangladais. 13% viennent du monde arabe, surtout d'Égypte, et 11% d'Asie orientale, principalement des Philippines. Donc de nombreux immigrés vivent dans ce pays, aride, peu peuplé, et cela date du milieu du XXe siècle et les débuts de la production pétrolière à grande échelle. Vous voyez ici le gisement de Dukran, sur la côte ouest de la péninsule. Découvert en 1939, il n'est en fait exploité que 10 ans plus tard, après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Qatar est alors un protectorat britannique, tout comme les 8 autres Émirats du Golfe. Et le pouvoir est détenu par la famille Al Thani depuis le XIXe siècle. En 1971, les Britanniques abandonnent leur protectorat sur les 9 Émirats du Golfe, ces derniers tentent alors de s'unir en une fédération des Émirats arabes unis, mais le Qatar et Bahreïn renoncent à entrer dans la fédération. Ce sont donc finalement 3 États, et non pas un seul, qui accèdent à l'indépendance: Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis. En 1974, le Qatar indépendant prend le contrôle total des sociétés pétrolières étrangères implantées sur son territoire, ce qui va former le premier élément de la puissance du pays. Vous voyez ici les champs pétroliers et gaziers du Qatar, les oléoducs, les gazoducs, les terminaux d'exportation. Et aujourd'hui, les réserves pétrolières sont en voie d'épuisement et la production est limitée, mais le Qatar détient aussi les troisièmes réserves mondiales de gaz conventionnel, avec 13,3% des réserves mondiales. On repère là le plus important gisement gazier offshore du monde, au nord-est de la péninsule, qui se prolonge au-delà de la frontière maritime avec l'Iran. Arrêtons-nous un moment sur la production de gaz du Qatar. Entre 2003 et 2013, le Qatar a multiplié sa production de gaz par 5. Aujourd'hui, il est devenu le quatrième producteur mondial, avec près de 5% de la production mondiale en 2013, derrière les États-Unis, la Russie et l'Iran. La production couvre largement la demande nationale, donc le Qatar peut exporter son gaz. Et pour l'exporter, compte tenu de la situation géographique qui est péninsulaire, les autorités qataries ont axé leur stratégie sur le GNL. En refroidissant le gaz à 163 degrés, on le liquéfie, ce qui permet de réduire le volume de 600 fois et de le transporter par voie maritime avant qu'il soit regazéifié à destination. Eh bien, le Qatar détient aujourd'hui les capacités de liquéfaction de GNL les plus importantes au monde. On voit ici le complexe industrialo-gazier de Ras Laffan sur la côte nord, qui s'étend sur 300 km². Aujourd'hui, le Qatar est le premier producteur mondial de GNL et il fournit un tiers du commerce mondial. En 2013, l'Europe absorbait 22% des exportations de GNL qatari, l'Asie 71%, les principaux clients du Qatar étant le Japon, la Corée du Sud, l'Inde, la Chine et Taïwan.
Et avec l'augmentation rapide de la production gazière et un prix élevé du gaz, le PIB du Qatar a doublé entre 2009 et 2014. Et cela dans un pays où la population est très peu nombreuse. Alors cela explique pourquoi le Qatar affiche le troisième PIB par habitant le plus élevé au monde, derrière le Luxembourg et la Norvège. Maintenant, regardez cette courbe montrant l'évolution des réserves de devises et d'or de la Banque centrale qatari. Elles ont été multipliées par 40 depuis 2000. On a donc une considérable accumulation d'épargne nationale que les autorités qataries font fructifier afin d'assurer l'avenir des générations futures, celles qui verront l'épuisement des ressources gazières. Autrement dit, il s'agit de transformer la rente gazière en rente financière. Cette épargne est gérée par la Qatar Investment Authority, un fonds souverain, c'est-à-dire fonds d'investissement contrôlé par un État, et elle investit dans le monde entier, et c'est là aussi le deuxième instrument de puissance. La stratégie de la Qatar Investment Authority, c'est la diversification des placements financiers. Tous les grands secteurs économiques sont concernés. Par exemple, l'immobilier et l'hôtellerie en Chine, avec l'éco-cité de Tianjin, l'agriculture au Soudan, avec l'achat de terres, l'industrie en Allemagne, avec Volkswagen, le sport en France, avec le rachat du PSG en 2011, la finance à Londres, avec le rachat de Canary Wharf, qui est un quartier d'affaires londonien, et au total, la Qatar Investment Authority investit dans une quarantaine de pays, autant d'investissements financiers qui offrent un levier politique et diplomatique à ce pays. Et puis, il y a aussi l'outil de communication et donc de pouvoir qu'est Al Jazeera. Créée en 1996, cette chaîne satellitaire d'information est aujourd'hui disponible par câble et satellite en arabe et en anglais dans plus de 140 pays. Vous voyez ici les zones de couverture satellite. Au total, elle est potentiellement visible par près de 270 millions de foyers. En 2011, Al Jazeera a joué un rôle important dans la propagation des nouvelles liées au printemps arabe. Mais son traitement de l'actualité s'est politisé, soutenant ouvertement la chute des dictatures dans l'ensemble des pays arabes, tout en refusant de parler de révolution populaire pour le voisin Bahreïn. L'alignement entre la ligne éditoriale de la chaîne et les ambitions régionales de l'émir ont alors montré le rôle politique d'Al Jazeera dans la stratégie du Qatar. Eh bien justement, quelles sont les ambitions régionales du Qatar? S'il est incontestablement devenu un acteur global, le Qatar cherche avant tout à devenir une puissance régionale. D'abord présent dans la médiation dans plusieurs conflits régionaux, au Liban en 2008, dans la région du Darfour au Soudan depuis 2009, entre l'Éthiopie et l'Érythrée depuis 2010. L'Émirat a aussi opéré un tournant dans sa politique étrangère en 2011 lors des printemps arabes. Il a ouvertement soutenu la rébellion en Libye et participé militairement à l'intervention internationale contre le régime de Kadhafi aux côtés de l'OTAN entre mars et octobre 2011. Et puis Doha a aussi soutenu la rébellion en Syrie, un appui qui aurait profité aux groupes les plus radicaux, même si les autorités qataries ne reconnaissent qu'un soutien aux représentants modérés de la rébellion. Le Qatar a également soutenu les nouveaux régimes post-dictature proches des frères musulmans. En Tunisie, avec le parti islamiste Ennahda, au pouvoir entre 2011 et 2014, en Égypte, avec le gouvernement du président Morsi entre 2012 et 2013, ce changement dans sa stratégie d'affirmation au Moyen-Orient et en Afrique du Nord a été rendu possible grâce à un certain vide politique, c'est-à-dire à l'absence provisoire de leadership dans le monde arabe. L'Égypte dans une phase post-révolutionnaire, perdant de son influence, l'Irak dans des luttes confessionnelles, l'Iran affaibli par les sanctions et les négociations autour de la question nucléaire, et surtout l'Arabie saoudite aux prises avec des conflits de succession. Et la rivalité entre les deux voisins, saoudiens et qataris, constitue l'un des nœuds géopolitiques de la péninsule. Ainsi, en 2013, après le coup d'État de l'armée égyptienne et la chute du gouvernement Morsi, l'Arabie saoudite a soutenu le nouveau gouvernement du général Abdel Fattah al-Sisi, alors que le Qatar accueillait des frères musulmans
sur son territoire. L'Arabie saoudite, se sentant menacée par le Qatar dans son hégémonie régionale et dans son pouvoir monarchique par la confrérie, a ainsi fait le choix de l'armée égyptienne afin de contrer une révolution contraire à ses intérêts. Et de son côté, en soutenant la confrérie, le Qatar espérait quant à lui faire alliance avec l'Égypte pour contrer l'Arabie saoudite et gagner en influence dans la région. En somme, le Qatar a soutenu les frères musulmans pour favoriser l'émergence d'un islam alternatif au salafisme saoudien et pour tenter de supplanter l'Arabie saoudite dans son rôle de gardien de l'islam. Alors ce n'est pas forcément très simple de s'y retrouver, mais tout de même on peut peut-être retenir ceci. Dans les années qui viennent, le marché du gaz va demeurer très porteur, les demandes chinoises et indiennes notamment devant être multipliées par 6 d'ici 2025, donc la situation financière du Qatar va demeurer très confortable. Ensuite, lorsqu'on lit le rapport Qatar National Vision 2030, qui touche à tous les secteurs d'activité du pays, on voit que le Qatar a visiblement la volonté de devenir une économie du savoir. Je vous rappelle que c'est à Doha que se tient chaque année le sommet mondial WISE pour l'éducation. Au fond, ce grand écart permanent entre financement de l'islamisme, grande visibilité et investissement dans les pays de l'OCDE, il est très bien identifié par les puissances occidentales. Et pourtant, elles laissent faire, car elles ont besoin du gaz, des investissements et même de la position du Qatar dans le Golfe, les trois étant stratégiques. Vous pouvez lire le livre de Mathieu Guidière, État du monde arabe, aux éditions de Buck.